Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Ce soir, on est heureux d'accueillir Michel Deveau, qui, comme vous le savez, a une formation scientifique et est diplômé de l'Institut de Grenoble, Institut Polytechnique de Grenoble, et qui, au sein du mouvement raélien, est le responsable des équipes scientifiques au niveau planétaire. Alors ce soir, on en vient au sujet que j'aimerais te questionner. Si tu te souviens, il y a une année, environ un peu plus d'une année, Maitreya, lors d'une intervention, a fait une révélation et nous a parlé d'une nouvelle particule. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une particule au niveau scientifique, tout simplement? C'est une très bonne question, parce que particules, autrefois, c'était les atomes. Donc, comme vous le savez, tout est constitué d'atomes. Nous, le siège, les verres, le téléphone, absolument tout est composé d'atomes. Et donc, il y a encore 2 siècles, on pensait que c'était la particule élémentaire. Mais la science a progressé, et il y a un peu plus d'1 siècle, les scientifiques ont compris et mis en évidence qu'à l'intérieur de l'atome, il y avait des tas de particules, notamment le noyau, qui lui-même est composé de protons et de neutrons, et les électrons qui tournent autour et qui constituent, l'ensemble constitue un atome. Alors il faut bien voir qu'il y a beaucoup de vide. Le vide qu'il y a entre les électrons et le noyau, c'est beaucoup plus de vide, entre guillemets, que le vide qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Donc, on est essentiellement constitué de vide. Mais pour revenir à nos particules, les scientifiques ont encore, jusqu'il y a quelques dizaines d'années, considéré que les particules élémentaires, donc constitutifs de tout ce qui existe, étaient les électrons et ce qu'eux appellent les nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons. Et puis, ils ont encore progressé et ils ont compris et montré que les neutrons et protons sont eux-mêmes constitués de quarks. Donc aujourd'hui, on en est là. Les particules élémentaires constitutifs de la matière, c'est les électrons et les quarks. Mais, vous allez me dire, mais les photons, ou voire les neutrinos, s'il y a des scientifiques dans la salle, eh bien ce sont aussi des particules, mais elles ne sont pas constitutives de la matière. Donc voilà, il y a toute une faune de particules. Quand tu dis qu'elles ne sont pas constitutives de la matière, ça veut dire... C'est-à-dire que nous, on est constitués de quarks, de neutrons et de protons, et d'électrons. On n'est pas constitué de photons ni de neutrinos. Parce que les photons, il y en a partout, là, mais ils rebondissent sur nous, et notamment, là, par exemple, mon gilet est violet, parce que le photon va exciter un électron qui va changer d'orbite, de couche électronique, et ça va libérer une énergie qui va faire du violet. Puis si cette énergie est différente, ça va faire du vert ou du bleu. Mais ce n'est pas constitutif de toi ou de moi. Et le neutrino, j'en parle, ça c'est plutôt pour les scientifiques, mais c'est déjà la plus petite particule qu'on connaît aujourd'hui et qu'on cherche à détecter, et que les scientifiques peinent à capter parce qu'elle traverse presque tout. Oui, je me souviens qu'on en avait parlé. Mais merci Michel de revenir aux bases, enfin, de nous expliquer ces particules. Et depuis cette révélation qui date maintenant d'1 année et 3 mois, qu'est-ce que la science a découvert par rapport à la révélation de Maitreya? Alors quelque chose que j'ai obligé de préciser, c'est qu'en effet, on parle des atomes, et après, quand on parle de toutes les particules qui constituent l'atome, on parle de particules subatomiques. Et c'est là où les scientifiques parlent de la physique quantique. La physique quantique, c'est celle qui s'intéresse aux particules subatomiques. D'accord ? Alors quoi de nouveau pour la nouvelle particule? Eh bien, on en est au même point. C'est-à-dire que le prophète nous avait bien dit, c'est une particule que les scientifiques ne connaissent pas encore. Et il a raison, parce que les scientifiques ne connaissent pas cette particule. Et pourtant, j'allais dire, ou en même temps, il y a un scientifique qui, pour moi, a compris, découvert et peut même utiliser ce type
de particules, et je pense que c'est la nouvelle particule dont nous parle le prophète. C'est la particule de gravité. Et donc, il y a quelqu'un qui a découvert et est capable de mettre en œuvre ces particules de gravité. Mais il n'est absolument pas reconnu, pas écouté dans le monde scientifique. Donc aujourd'hui, on peut dire les scientifiques et le monde scientifique ne connaissent pas cette nouvelle particule. Ils sont en train de la chercher. Et comme j'ai dit, particule de gravité, on pense tout de suite à graviton. Alors, en effet, les scientifiques sont en train de chercher le graviton et ne l'ont pas encore mis en évidence. Donc, depuis une année, il y a peu de découvertes, parce que c'est vrai que Maitreya a dit c'est une révélation, cette particule n'est pas encore découverte. Absolument. Mais qu'est-ce que cela pourrait nous permettre de découvrir? Alors, je vais revenir un petit peu plus en supposant que la particule qui a été découverte par un scientifique français, qui d'ailleurs, je ne vais pas dire comme par hasard, mais parce qu'il s'est occupé des ovnis et de leur mode de déplacement, a pu découvrir cette particule. Et ça explique aussi peut-être pourquoi le monde scientifique n'a pas découvert cette particule aussi vite. Parce que eux, quand on parle d'ovnis, ça vous discrédite dans le monde scientifique, d'accord? Et donc, lui, la particule qu'il a trouvée, c'est encore beaucoup plus petit que le quark ou que l'électron, qui sont jugés les particules élémentaires aujourd'hui. Alors, pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, cette particule, elle serait 10 millions de fois plus petite. En fait, ça veut dire qu'en quantité d'énergie, elle a une quantité d'énergie 10 millions de fois plus petite. Et si on parle des neutrinos, c'est des centaines de fois ou des dizaines de fois plus petits. Et les neutrinos, ils n'arrivent pas à les trouver. Mais en ce moment, il se construit des tas de laboratoires en Chine, au Canada, en Europe et partout, pour aller détecter et mieux comprendre le neutrino. Pour vous donner une idée du neutrino, vous savez, on parle souvent d'éléments radioactifs et on met quelques centimètres de plomb et vous êtes à l'abri de la radioactivité. Eh bien, pour être sûr de stopper un neutrino, il faudrait des milliards de kilomètres de plomb. D'épaisseur. Donc ça traverse tout. Et la petite particule, donc je pense que c'est celle dont nous parle Maitreya, elle est encore plus petite. C'est-à-dire qu'elle traverse tout. En ce moment, elle traverse notre corps, elle traverse tout. Elle traverse la Terre. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'atome, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de vide entre le noyau et les électrons. Ça traverse sans interférer pour la plupart de ces nouvelles petites particules. D'accord ? Et puis, il y en a quelques-unes qui interagissent. Et là où c'est intéressant, c'est quand elles interagissent, ces particules, alors j'emploie le mot particule parce que ça me plaît, et puis c'est concret. Mais vous savez qu'à toute particule est associée une onde. Donc on peut dire une onde ou une particule. Les deux sont vrais. On peut dire une vibration, on peut dire une ondulation. À ce niveau-là, chaque mot est juste et chaque mot n'est qu'en partie juste et en partie improbable. D'accord ? Il y a eu des batailles épiques entre les grands scientifiques pour le photon. Est-ce que c'est une particule et une onde ? Ils ont fini par se mettre d'accord, c'est les deux à la fois. Ok. Et Maitreya avait parlé d'attraction et d'amour aussi. Et quel est le lien entre la gravité, en quelque sorte, c'est graviton, la gravité et l'amour? Alors là, le lien, les scientifiques n'ont encore pas découvert la particule. Celui qui l'a sans doute découvert, il n'a pas du tout cette notion avec l'amour. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous démontrer que la particule de gravité, c'est la particule d'amour, puisqu'elle n'a encore pas été découverte. Mais je peux essayer de vous faire ressentir un petit peu. Premièrement, cette particule, c'est ce qu'on appelle un quanta d'énergie, c'est-à-dire une petite quantité d'énergie. Quanta, c'est de là que vient le mot physique quantique, absolument. Donc, c'est une petite quantité d'énergie, toute petite quantité d'énergie. Et tout à l'heure, j'ai dit de temps en temps, ça interagit avec les autres particules. Eh bien, quand ça interagit avec les autres particules, qu'est-ce que ça fait? C'est incroyable. Ça donne une quantité d'énergie, mais quand ça ressort de l'autre côté, en fait, c'est une autre de ces petites particules qui est éjectée de la plus grosse particule, elle a la même énergie. Donc,
c'est une particule qui vous donne de l'énergie et qui repart. Ça donne déjà, ça se rapproche un peu de l'amour. À présent, l'amour, c'est ce qui nous relie tous. Et le prophète nous dit, l'infini, vous êtes connectés à l'infini, vous êtes l'infini. Donc là, on peut comprendre ces particules. Et il nous dit, on baigne dans un bain d'amour. Alors ça, on peut se poser la question. Mais on sait qu'on baigne dans un bain de gravité, puisque la gravitation, elle est partout. Donc c'est déjà la même chose. On baigne dans un bain de gravitation, on baigne dans un bain d'amour. Et c'est plus que dans un bain d'amour, parce que quand on se baigne dans l'eau ou n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a des particules tout autour, dessous, dessus, etc. Mais là, avec ces petites particules, non seulement elles sont tout autour, mais elles nous traversent en plus. Donc, c'est encore plus qu'un bain d'amour, on est traversé par, d'accord, ou qu'un bain de gravitation. Et en plus, elles nous donnent de l'énergie. Alors maintenant, pourquoi on peut même dire qu'on est connecté par ces particules? Puisqu'elles nous touchent, elles font partie de nous à un moment, très court, c'est des 10, des milliardièmes de seconde, et elles repartent. Et là, elles partent, celle qui m'a traversé, elle te traverse, et peut-être elle va interférer avec toi, interagir. Elle va interférer avec une autre planète, avec les étoiles. Et ces particules, c'est sûr qu'elles vont au moins à la vitesse de la lumière. D'accord? Alors on va dire elles vont à la vitesse de la lumière, parce que si on parle devant des scientifiques et qu'on dit qu'il y a quelque chose qui va plus vite que la lumière, ils arrêtent de vous écouter. Ils ont un tabou, un mysticisme par rapport à la vitesse de la lumière. Mais vraisemblablement, tout à l'heure j'ai parlé des photons. Les photons, au niveau énergie, c'est l'équivalent d'un électron, je dis au niveau énergie. C'est 10 millions de fois plus qu'une de ces petites particules. Et le photon, lui, il peut aller à la vitesse de la lumière, c'est même la définition, parce qu'il n'a pas de masse. Mais mon truc qui est 10 millions de fois plus petit ou qui a 10 millions de moins d'énergie, il n'a évidemment pas de masse. Mais peut-être qu'il a encore moins de masse que le photon qui n'a pas de masse. Je ne sais pas si c'est clair. Une masse négative. Alors non, on va voir. Et là, ça va peut-être permettre de déplacer le mythe de la vitesse de la lumière qui est infranchissable. Du fait qu'il n'y ait pas moins de masse que ce qui n'a pas de masse. J'ose pas dire, mais voilà, on peut imaginer Michel, merci de nous expliquer ça, mais concrètement, au niveau individuel et au niveau de l'humanité, qu'est-ce que ces découvertes, donc, qui sont en cours, on va dire, hein, qui ne sont encore pas faites, on touche à peine le début, mais qu'est-ce que ça va apporter à l'individu et surtout à l'humanité? D'accord. Alors déjà, ça amène à des réponses tout de suite à des questions que les scientifiques, auxquelles ils ne savent pas répondre, et même qui mettent un peu sous le tapis. Par exemple, je pense que vous êtes convaincus qu'il existe des objets volants non identifiés, que c'est réel. En tous les cas, l'inventeur dont j'ai parlé tout à l'heure est persuadé que ça existe, et a même publié des rapports, enfin pas publié, il a écrit des rapports qu'on n'a pas voulu publier, qui le montraient. Et donc, quand on a compris comment marchaient ces particules de gravité, on est capable de maîtriser la gravitation et donc de donner des accélérations énormes. Et vous savez qu'une des caractéristiques des ovnis, c'est d'avoir des accélérations de centaines de G. Et ça, on ne sait pas le faire au niveau des connaissances technologiques humaines, on n'en est pas à ce niveau-là. Et en plus, ça amène à une autre hérésie ou une autre incompréhension. J'ai lu dans une revue scientifique de vulgarisation, mais quand même bien connue, où quelqu'un disait « Ah ben de toute façon, bon les ovnis peut-être, mais au moins on est sûr d'une chose, c'est que s'il y a des ovnis, il peut y avoir personne dedans, parce que vu les accélérations, ils seraient immédiatement, ils ne survivraient pas du tout. » Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le prophète, quand on lui demandait, mais comment ça marche là quand tu étais dans le... Il dit, écoutez, ça je ne sais pas. Il dit, mais je peux vous dire une chose, j'étais pilote de course, je sais ce que c'est une accélération, et en tous les cas, je sais ressentir une accélération. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète, je n'ai rien ressenti.
Après, il nous explique qu'il y a eu une vague de froid. Mais il n'a pas senti d'accélération. Ça, c'est incompréhensible aujourd'hui pour même les plus grands scientifiques du monde, sauf un. Et là, avec ça, je peux vous le faire sentir, j'espère, mais pas le démontrer, ça serait un peu plus compliqué, ce serait possible, mais ce serait non. C'est que, en fait, quand vous êtes sur une moto, c'est la moto qui est accélérée et pas vous. Donc, vous sentez la poussée de la moto qui est accélérée. Si c'est dans l'avion, c'est la même chose. La poussée est provoquée par les réacteurs. Si c'est une locomotive, qu'elle soit diesel ou électrique, c'est l'ensemble de la locomotive, vous n'êtes pas poussé. Alors que là, vous avez compris, les petites particules, c'est pas un gros réacteur, c'est des milliards de particules qui vont pousser et accélérer l'engin spatial, le vaisseau spatial. Et en même temps, et les mêmes, à la même accélération, vont pousser chacun de vos atomes, même chacun de vos particules subatomiques, notamment les noyaux des atomes. Et donc, du coup, ça explique qu'on ne va rien ressentir. On pourrait l'expliquer de manière plus scientifique, mais ça demanderait un petit peu plus de temps. Donc, merci beaucoup. Ces explications très, très simples, puisque maintenant j'arrive dans mon esprit aussi à faire le lien entre cette particule d'amour, le fait de pouvoir propulser des objets à très grande vitesse. Je ne sais pas si pour vous c'est clair. Quelles sont vos questions? Attendez, pardon. J'ai pensé, parce que pour l'amour, j'ai parlé de la connexion, du petit échange d'énergie qu'il y a. Il y a encore autre chose, c'est que, regardez ce qui se passe avec la gravitation. Par exemple, les électrons, tout à l'heure, j'ai dit, tournent autour du noyau. Et en fait, alors, il y a aussi le côté électrostatique, mais il y a un côté de gravité qui fait qu'ils ne vont pas filer tout droit et qu'ils vont continuer de tourner autour. Et si on réfléchit bien, c'est une forme d'amour. Parce que si ces électrons ne tournaient pas autour des atomes, il n'y aurait aucune réaction chimique. Parce que c'est les électrons de la dernière couche électronique des atomes qui font toutes les réactions chimiques. S'il n'y a pas de réaction chimique, il n'y a pas de vie. D'accord? Alors, je pourrais aller plus dans le subatomique, mais on va laisser pour le moment. Après, au niveau de la Terre, nous, reste accrochés. Tout à l'heure, Princesse Luna nous parlait qu'on est accrochés à la Terre et qu'on tournait vite, etc. Mais s'il n'y avait pas la force de gravité, on décollerait. Et qu'est-ce qui se passerait? On partirait dans l'espace, on gèlerait au bout de quelques minutes, où on serait complètement tué par les rayons cosmiques létaux, qui nous traversent. Donc, c'est un peu une forme d'amour, même si on veut prendre une image vraiment imagée maternelle, la mère Terre nous retient près d'elle, près de son sein, pour nous garder en vie. La même chose pour la Terre par rapport au Soleil. Imaginez que la Terre s'éloigne du Soleil. Eh bien, pareil, il n'y aurait pas de vie possible sur Terre, il ferait trop froid, et etc. On peut prendre à tous les niveaux comme ça, et on montre que la gravitation, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui maintient en vie, et donc c'est une forme d'amour. C'est ce lien avec l'amour, exactement.